À l'appel, Madame Chaudet-Martine. Présente. Monsieur Stoder Jean-Christophe. Madame Gultequin-Gulcan. Présente. Monsieur Henquin Virgile. Madame Ribaille Cécile. Monsieur Huard Gérald. Monsieur Blanchot Bastien. Madame Catherine Marie-Laure. Madame Martin Michel. Monsieur Pouzin Jean-Michel. Présent. Madame Prélo-Frédéric, excusez, donne pouvoir à Madame Thiedrez. Monsieur Vandalen Laurent, excusez, donne pouvoir à Madame Chaudet. Monsieur Sergi Rémy, excusez, donne pouvoir à Monsieur Huard. Madame Bardet. Présente. Monsieur Bernier. Madame Boisard, excusez, donne pouvoir à Madame Gultequin. Madame Pereira Frajman Sonia, excusez, donne pouvoir à Monsieur Bernier. Monsieur Lamille Rémy, pardon. Madame Marteau Elona, excusez, donne pouvoir à Monsieur Henquin. Monsieur José Geoffrey, excusez, donne pouvoir à Monsieur Blanchot. Madame Fernandez Sophie. Madame Roy Nathalie. Monsieur Moser Alain. Madame Iglesias Catherine. Monsieur Lex Jean-François, excusez, donne pouvoir à Madame Iglesias. Madame Belle Frédéric. Madame Omis, Madame Modomis présente. Madame Thiedrez Valérie. Madame Zeltz Anne-Marie, excusez, donne pouvoir à Monsieur Menra. Monsieur Dulst Karl, excusez, donne pouvoir à Madame Ribaille. Monsieur Menra Thierry. Et Madame Sabatino Anne. Je vous propose de désigner un ou une secrétaire de séance. En l'occurrence, je propose Madame Bardet. Est-ce qu'il y avait des objections? Des abstentions? Alice, tu es secrétaire de séance et je t'en remercie. Monsieur le maire, je vous demande la parole, s'il vous plaît. Allez-y. Vous avez reçu l'information de l'octroi de la protection fonctionnelle au bénéfice de monsieur le maire. Il vous est proposé d'ajouter ce rapport qui vous a été communiqué le 24 février à l'ordre du jour de la séance de ce soir. Est-ce que vous en êtes d'accord? Comment? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des votes contre, pardon? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non. Merci. Avant d'attaquer l'ordre du jour, je vous propose, un moment malheureux, mais qui sera aussi un hommage, en fait, puisqu'on a eu l'information du décès de plusieurs personnes très, très récemment. Donc, Madame Anne-Marie Févet-Fouquet, qui était l'ancienne présidente de l'association Ikebana. Madame Chantal Crépin, bénévole de l'atelier d'alphabétisation. Très, très récemment, Monsieur Philippe Petitot, qui était le fondateur du club de tennis de Sainte-Savine et président pendant de très nombreuses années. Et puis, c'est sans compter malheureusement aussi le décès du caporal-chef Paulo dos Santos, sapeur-pompier, qui est décédé très récemment et qui était rattaché au CIS Ouest. Et je vous propose de procéder à une minute de silence, si vous en êtes d'accord. Donc je vous propose de passer au premier rapport, donc, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 décembre dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce procès-verbal? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 2,
avec le compte-rendu des décisions prises sur le fondement de la délégation permanente. Donc vous en avez le détail, notamment dans le tableau qui est en annexe. Et puis le point qui est sur la conclusion et le révisage de louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, donc la mise à disposition à titre gracieux d'une parcelle communale concernant les jardins citoyens. Concernant le point numéro 3, donc les partenariats pour la saison culturelle, Monsieur Stauder. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de sa politique culturelle, la ville souhaite mobiliser le tissu économique local en recherchant des partenaires privés pour associer leur image à la programmation de l'Art déco. Une grille tarifaire progressive est proposée afin de permettre aux entreprises, y compris les plus modestes, de contribuer. Plusieurs formules offrent une visibilité variable sur les supports de communication, sur les programmes, affiches, sites internet, réseaux sociaux, la mise à disposition de la salle de spectacle. Les partenariats peuvent être financiers ou en nature, prestations, des équipements, des denrées, valorisés selon les formules suivantes. Bronze, 500 € à 1 000 €, argent, 1 000 € à 5 000 €, or à partir de 5 000 €. Une formule de mécénat est également proposée à partir de 10 000 €. Des conventions encadrent les conditions de parrainage et de mécénat, rapports respectifs, obligations, responsabilités, propriété intellectuelle et résiliation. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les tarifs de partenariat avec la saison culturelle, de valider les conventions de parrainage et de mécénat afférentes, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document permettant sa mise en œuvre. Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 4, avec course de draisienne et trottinette, avec les partenariats et les conventions de partenariat. Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, comme chaque année, une course de draisienne et de trottinette est envisagée en mai à destination des enfants des 2 ans. Il est prévu aussi diverses animations autour du vélo, pistes de sécurité routière, circuits de maniabilité, marquage et vente de vélos d'occasion. En 2026, face au succès croissant de l'événement, un dispositif de partenariat est envisagé afin d'associer les acteurs économiques et associatifs locaux à son organisation. 3 formules sont proposées, 200 €, 300 € ou 400 sous forme de contributions financières ou matérielles valorisées à hauteur des montants indiqués. Une convention fixe les modalités de collaboration entre la ville et les partenaires volontaires qui pourraient être conclues. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la mise en place d'un système de partenariat pour l'organisation de la course de draisienne et de trottinette, de valider les montants proposés ainsi que la convention afférente, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Merci. Ça devient un événement récurrent dans la ville, voilà. Bon, malgré l'édition de l'année dernière qui était très humide, malgré les intempéries, les parents et les enfants ont continué. On espère que cette année, ils auront un temps plus clément. En tout cas, une très belle initiative. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport avant de passer au vote? Non? Eh bien, je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 5, redevance d'occupation du domaine public. Madame Roy. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine confie à la société Publicis Essor l'exploitation du service de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire. Le concessionnaire assure à ses frais et risques l'installation, l'entretien, la maintenance et le renouvellement des équipements, l'exécution des travaux de remise en état, l'exploitation commerciale des mobiliers, la gestion administrative et financière du service, ainsi que l'information régulière de la collectivité. Il supporte seul le risque d'exploitation. Le contrat de concession est conclu pour une durée de 12 ans à compter de sa notification, soit le 16 janvier 2026. Il vaut autorisation d'occupation du domaine public.
En contrepartie, le concessionnaire verse une redevance annuelle correspondant à 10% des recettes annuelles d'exploitation, conformément à l'article du Code général de la propriété des personnes publiques. Cette redevance est payable semestriellement, à terme à échoir. La dernière échéance est versée dans les 30 jours suivant la fin du contrat. Il est proposé de créer, à compter du 16 janvier 2026, un nouveau tarif d'occupation du domaine public pour le mobilier urbain communal comme suit. Exploitation commerciale du mobilier urbain. Abri voyageurs, par an, 10% des recettes d'exploitation annuelles. Planimètre, par an, 10% des recettes d'exploitation annuelles. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'accepter les tarifs exposés ci-dessus et applicables à compter du 16 janvier 2026 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci Nathalie. Pardon. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose donc de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 6, avec la mise à disposition ponctuelle des gymnases et la mise en place de tarifs. Monsieur Hennequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville est régulièrement sollicitée par des associations, locales ou extérieures, souhaitant utiliser les gymnases pour organiser des événements le week-end. Afin de couvrir les frais de fonctionnement de ces équipements, il est proposé d'instaurer une tarification différenciée entre associations communales et associations extérieures. Les associations sportives saviniennes bénéficiant déjà de créneaux réguliers ne sont pas concernées et pourront continuer à disposer gratuitement des salles pour leurs événements ponctuels, stages, tournois, etc. Est-ce que vous voulez que je vous refasse le descriptif de chaque tableau pour chaque gymnase? On l'avait vu en commission, après Donc, ce qui concerne le gymnase du COSEC de Lannou-Lutel, le gymnase de Morzinski et le gymnase Volbar. Les demandes de réservation seront étudiées au regard de l'utilisation des infrastructures par les associations sportives saviniennes qui demeurent prioritaires pour l'organisation de leur activité. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la mise en place d'une tarification pour la mise à disposition ponctuelle des gymnases aux associations, de valider les tarifs proposés, de dire que ces tarifs sont applicables dès leur institution par le conseil municipal et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Merci. Ça faisait suite effectivement à la demande de plus en plus croissante en fait de réservation, la mise en place aussi d'événements dans les équipements sportifs, et donc il nécessitait en fait une tarification, permet aussi d'optimiser les recettes de la collectivité bien évidemment, mais de pouvoir aussi effectivement accueillir accueillir favorablement des sollicitations, puisque jusqu'à présent on n'avait pas forcément les grilles tarifaires adaptées, donc c'était un peu compliqué. Donc là, ça permettra de clarifier un petit peu les choses. Oui, Monsieur Moser. Oui, c'est important parce que ça pourrait finir par faire une charge un petit peu plus embêtante pour le budget. Il faut savoir quand même que Sainte-Savine, pour une ville de 10 000 habitants, enfin 10 500 il y a quelque temps, trois gymnases pour une bourgade de 10 000 habitants, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est bien que les gens s'en emparent de plus en plus et puissent en profiter, parce qu'on a des gymnases qui sont bien, qui fonctionnent bien. Voilà, je tenais à le dire. Non, mais l'idée, c'est effectivement d'optimiser l'utilisation des équipements. Après, ce qui avait été évoqué, c'est qu'à chaque fois aussi, il y a quand même l'examen au regard des différentes demandes. C'est voilà, si ce sont des événements ponctuels, et puis si ce sont des événements qui sont vraiment en lien avec la collectivité, bon, toujours avoir une forme de gratuité. Je pense notamment, par exemple, la remise des prix du lycée au COSEC de Lannou-Lutel. Voilà. Mais il y a un réflexe de plus en plus croissant des associations de pouvoir utiliser ou organiser des événements ponctuels hors vie classique de l'association. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir y répondre favorablement. Pas d'autres questions? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 7, avec la mise à la réforme de matériel de transport, Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire.
Mes chers collègues, par délibération, le conseil municipal a validé la cession de divers matériels, dont une tondeuse John Deere 1565, immatriculée 8797 PH10. Une proposition d'achat a été faite par la société paysagiste Johan Descharmes pour un montant de 9 000 € TTC. Il est proposé de l'accepter. De plus, plusieurs véhicules et engins affectés aux services municipaux ne sont plus à même d'être utilisés, en raison de leur état et du coût des réparations nécessaires à une remise en route. Il est proposé de les sortir de l'inventaire afin de les valoriser en vue de l'acquisition de matériel plus récent ou neuf. Les biens concernés sont estimés à environ 30 000 €. Je recommence. Les biens concernés et estimés à environ 30 000 € sont les suivants. Nissan Camion Bleu, Balayeuse Mathieu, Goupil Propreté, Nacelle Nissan. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser la cession de la tondeuse John Deere à la société paysagiste Johan Descharmes pour un montant de 9 000 €, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la réforme des biens récapitulés ci-dessus, d'autoriser la sortie d'inventaire de ces biens et d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la cession de ces biens à des tiers, conformément à la délégation permanente délibérée en séance du 18 mars 2021. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions, adoptées à l'unanimité? Puisqu'il avait été évoqué, effectivement, c'est de pouvoir aussi sur certains équipements, des fois un peu techniques, et on pense notamment à la question de la nacelle, où ça nécessite un taux d'utilisation régulier, des entretiens, des contrôles réglementaires importants. C'est plutôt des fois d'opter sur de la location ponctuelle plutôt que de l'acquisition sur lequel finalement en termes d'utilisation et de coût de fonctionnement est quand même plus élevé finalement qu'une location ponctuelle. Eh bien, je vous propose de passer au rapport suivant, donc le rapport numéro 8, avec prêt d'exposition dans le cadre de la Journée internationale des luttes pour les droits des femmes. Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, la ville proposera cette année encore, le samedi 7 mars 2026, une série d'animations ouvertes au public dans le cadre de l'événement Vive les femmes. Plusieurs partenariats ont été noués avec des associations engagées pour le droit des femmes comme Solidarité Femmes et Endo France, stand d'information et de jeux, Osadelph, avec une chorale participative, la compagnie Médusart, un spectacle de danse sur l'émancipation des femmes et l'harmonie des genres, représentation le soir par Noémie Delattre à l'Art Déco. À cette occasion, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, le CIDFF, mettra aussi à disposition son exposition « Un pays, une femme, une époque », composée de portraits de 11 femmes ayant marqué leur pays dans divers domaines. Une convention de prêt est proposée afin de formaliser cette mise à disposition. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la mise à disposition de l'exposition « Un pays, une femme, une époque » par le CIDFF à l'occasion de l'événement Vive les femmes, de valider la convention afférente et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 9, avec le projet d'emprunt pour l'acquisition des locaux du CCS. Monsieur Mendra. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Sainte-Savine a décidé, par délibération du 11 décembre 2025, d'acquérir des locaux situés 2 rue Pierre-Brossolette à Sainte-Savine et de recourir à un emprunt pour financer cette acquisition. À l'issue d'une mise en concurrence d'établissements bancaires ou d'opérateurs financiers, l'offre que le CCS souhaite retenir est la suivante. Organisme prêteur, la Caisse d'épargne, montant du prêt 293 000 €, durée 15 ans, périodicité de remboursement trimestriel, taux, c'est le taux du livret A plus 1,1%, frais de dossier 300 €. En vertu de l'article du Code général des collectivités territoriales, les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. C'est pourquoi il est proposé au conseil de se prononcer sur cette offre. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'émettre un avis conforme favorable au projet d'emprunt du Centre communal d'action sociale de Sainte-Savine dans les conditions exposées ci-dessus. Merci. Des remarques sur ce rapport?
Non? Eh bien, je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, ça permettra en fait effectivement au CCAS de pouvoir se doter d'un équipement qui soit dans de meilleures capacités d'accueil, à la fois en termes d'accessibilité, de confort aux usagers et plus largement effectivement aux administrés. Et comme c'était évoqué, c'est pour donner notre accord pour que le CCAS puisse lui se porter acquéreur. Et je crois que j'ai déjà passé les... Oui, je ne sais plus ce que j'ai fait le vote ou pas, oui. Eh bien, merci. Rapport numéro 10, Rue vers l'autre 2026, avec les partenariats, Monsieur Stoder. Ok. Depuis 2 éditions, la ville renforce l'implication des commerçants et acteurs économiques locaux grâce à une offre de partenariat. Par leur soutien financier ou matériel, les entreprises sont associées à l'organisation de cet événement fédérateur qui contribue au rayonnement de la ville au-delà de l'agglomération. Une tarification progressive est maintenue afin de permettre aux structures de toute taille de soutenir l'événement avec une visibilité adaptée sur les supports de communication tels affiches, programmes, réseaux sociaux. Les partenariats peuvent être financiers ou matériels avec valorisation de l'aide apportée. Et 4 formules sont proposées. Bronze, 300 €, argent, 500 €, or à partir de 1 000 € et soutien à un spectacle, 1 200 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les modalités de partenariat de la rue et vers l'autre 2026, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document permettant sa mise en œuvre. Merci beaucoup Jean-Christophe. Des remarques sur ce rapport? Oui, Monsieur Moser. Non, justement à propos de la ruée vers l'autre, juste une suggestion qui reste toujours importante, mais peut-être est-il trop tard pour la programmation de cette année, pouvoir ajouter ou insérer dans les spectacles choisis de rue la dimension théâtrale qui a existé il y a quelques années, et je ne parle pas en vieux nostalgique, j'essaye d'éviter ça, mais qui a rencontré un succès important et qui donnait un aspect plus culturel et qui satisfaisait une partie du public largement. Et j'ai beaucoup encore maintenant des gens qui me font des réflexions par rapport à cette absence. Peut-être rétablir un équilibre. Voilà, c'est une suggestion. Oui, justement, ça fait maintenant 1 an. L'édition dernière, on a commencé à on va dire, réinjecter du théâtre de rue dans le festival. Donc, vous allez peut-être remarquer, et cette édition 2026, en fait, sera plus colorée de théâtre de rue. Alors, je ne dis pas qu'il y aura que du théâtre de rue, mais c'est une remarque qu'on a prise en compte et où il y aura un peu plus de spectacles de ce type-là, en sachant que l'idée aussi, c'est, sur le linéaire de l'avenue, de proposer des déambulations musicales qui sont aussi des spectacles de rue, pour que toute la population puisse en bénéficier. Mais voilà, cette remarque a été prise en compte. On s'entend bien sur la notion de théâtre de rue, c'est vraiment un lieu qui permet d'accueillir une estrade, etc., avec un public qui à un moment va se poser. C'était ça qui fonctionnait bien. Oui, c'est dans cette dimension-là qu'on l'a envisagé. D'accord, très bien. Ouais, c'est vraiment d'associer la question de la dimension qui est importante, hein, puisqu'en fait le format a changé, puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui est plus dense et on n'a plus forcément de rendez-vous fixe et vraiment fonctionner sur une forme d'itinérance. Dès l'année dernière, en fait, il y avait eu des spectacles fixes, notamment quand on avait les fameux cow-boys sur les grandes structures où ça faisait un petit peu peur. C'est de retrouver aussi des endroits de ce type-là, mais en trouvant le bon équilibre entre quelques spectacles fixes. Aussi la question aussi de mixer en fait l'ensemble des publics, hein, que ce soit du jeune public, donc des spectacles vraiment dédiés à du jeune public, et puis des choses un petit peu plus adultes,
Mais on n'arrivera pas forcément à la version d'avant qui était des fois dans des cours d'école et dans des endroits, puis en fait c'est aussi une question de gestion et d'organisation et de sécurisation de l'ensemble. Et donc l'idée étant, c'est de pouvoir petit à petit avoir des endroits où c'est fléché sur des lieux où on peut facilement maîtriser le flux, la sécurité et l'organisation et trouver le meilleur compromis. Oui, pour terminer là-dessus, effectivement, il y a le problème du lieu qui fait qu'il y a des contraintes un peu supérieures à ce qui est la déambulation. Et il y avait notamment le parking de l'église qui était un lieu où on a vu là, des troupes pouvoir s'installer pour la journée et faire plusieurs séances à tour de rôle. Et c'était un lieu qui s'y prêtait bien, par exemple. C'est vrai qu'aller jusque dans les écoles, c'est un peu plus délicat. Et puis en fait, la difficulté, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de monde, avec notamment la question des comme on est sur la partie vide-grenier, donc il y a une nécessité aussi du stationnement, donc ce qui fait qu'effectivement, il y a des espaces qui préalablement étaient occupés pour l'organisation et l'utilisation de l'espace pour des spectacles, où il y a nécessité d'avoir du stationnement, donc il faut trouver des espaces où on n'a pas nécessité d'avoir du stationnement. Donc voilà, il y a la question du forum, bien évidemment la place du forum, il peut y avoir des choses. On a la question en fait, du parvis de l'Art déco, mais c'est là où on avait déjà des choses et on continuera à avoir des choses. Mais après, voilà, on a après moins de possibilités, mais pour autant, il ne faut pas s'interdire de réfléchir. Ça veut dire que dans l'équilibre à trouver, je parlais d'équilibre, il y a aussi la place respective de la manifestation artistique et du vide-grenier. C'est le challenge, de tout faire d'un coup. Est-ce qu'il y avait des remarques complémentaires sur ce point avant de passer au vote? Non. Eh bien, est-ce qu'il y avait des votes? Oui. Quand on parle de manifestations mobiles, il faut aussi penser peut-être aux gens, les personnes âgées qui ont du mal aussi à se déplacer. Et peut-être que c'est important aussi qu'il y ait des lieux où ils puissent s'installer et non pas courir derrière les animations. En fait, c'est typiquement, puisqu'en fait, on a la place du forum, voilà, on a le parvis de l'Art déco, donc qui sont des spectacles et des structures fixes. Et puis, la question et l'avantage aussi des spectacles déambulatoires, c'est que où que vous soyez dans l'avenue, vous pouvez à un moment donné assister à un spectacle. Donc, ce qui permet en fait, effectivement de remplir aux objectifs en fait, d'accès à des personnes qui auraient des difficultés en termes de mobilité, puisque l'idée vraiment du spectacle déambulatoire, après, hormis des fois des jauges ou des équipements qui, en termes de retournement, font qu'on ne peut pas passer forcément partout. Pour autant, comme en fait ça déambule sur l'ensemble du linéaire, ça permet globalement à une personne qui serait vraiment dans un endroit particulier de pouvoir bénéficier de l'ensemble de la programmation. En tout cas déambulatoire. D'accord. Oui. Si, monsieur le maire, juste pour préciser, alors pas pour être le vilain petit canard, mais préciser que nous sommes toujours en Vigipirate urgence attentat. Donc effectivement, on a aussi des contraintes qui nous sont imposées par ce plan Vigipirate, donc qui consiste à bien sécuriser tous les espaces effectivement où il se passe des spectacles. Donc effectivement, plus on multiplie les spectacles qui ne bougent pas, et plus effectivement il faut des forces de police ou de sécurité, en tout cas pour sécuriser toutes ces activités. Étant entendu qu'en fait, on parle de la programmation 2026 qui est d'ores et déjà engagée, parce qu'en fait, il faut retenir, et comme ça avait été évoqué avec M. Moser juste avant, en fait, les compagnies sont déjà réservées pour 2026, et puis après, sur les saisons futures, on verra la suite. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Enfin, s'il n'y a plus de questions. Pas de vote contre, des abstentions. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant, rapport numéro 11, mise à disposition gratuite de l'Art déco au bénéfice du collège Paul Langevin. Madame Thiedrez. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine a été sollicitée par le collège Paul Langevin pour la mise à disposition de l'Art déco le mercredi 27 mai 2026, afin d'y organiser une soirée consacrée aux arbres, en partenariat avec l'association des arbres remarquables de l'Aube. Porté par les éco-délégués du collège, cet événement sera ouvert aux élèves du collège, du lycée Édouard Herriot ainsi qu'à leurs parents. La soirée s'articulera autour d'une conférence, d'une projection
et d'une exposition ainsi que des interventions d'élèves sur le rôle des arbres et les moyens de les protéger. Compte tenu de ce projet mené par un établissement scolaire de la commune, il est proposé d'accorder la mise à disposition de la salle à titre gracieux. Les frais techniques de nettoyage et de sécurité resteront toutefois à la charge du collège Paul Langevin. Il est proposé une convention pour fixer les conditions de mise à disposition gratuite de l'art déco au bénéfice du collège. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la mise à disposition de l'art déco au collège Paul Langevin pour son événement du 27 mai 2026, de dire que cette mise à disposition est octroyée à titre gracieux avec prise en charge des frais annexes par le collège et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Merci. Des remarques sur ce rapport? En tout cas, de très belles initiatives du collège, donc, qui est bien évidemment soutenue. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 12, avec servitude de passage pour Enedis dans la zone La Maladière, Monsieur Blanchot. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de l'installation par le SDEA pour le compte de la commune de Sainte-Savine d'une nouvelle caméra de vidéoprotection sur la parcelle communale cadastrée section AL numéro 308 située lieu-dit La Maladière, il convient de formaliser la servitude de passage consentie à Enedis. Cette servitude a pour objet de permettre la réalisation d'une extension du réseau électrique, comprenant notamment la fourniture et la pose d'un réseau basse tension d'une longueur de 127 mètres, à partir du réseau basse tension existant, alimenté par le poste de transformation Lano-Lutel. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser la servitude de passage à Enedis, section AL numéro 308, située lieu-dit La Maladière à Sainte-Savine, et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et signer toutes les pièces utiles. Petite précision, donc voilà, c'est pour l'installation d'une future caméra de vidéoprotection au niveau du pont de la Rocade qui relie la 2001 au lycée et qui s'inscrit aussi dans le cadre de notre volonté de sécuriser cette zone avec la mise en lumière du rond-point du Loup jusqu'au pont, voilà, pour les enfants qui rentrent du lycée à pied, parfois de façon nocturne. Donc voilà, une caméra de vidéoprotection et l'éclairage de ce passage avec un système solaire, donc il n'y a pas besoin de réseau, donc c'est assez intéressant. C'est un premier test qu'on pourra peut-être développer dans d'autres parties de la commune. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 13 avec le tableau des emplois et actualisation, Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il vous est proposé de modifier tout un panel d'emplois suivants. Je ne vous les liste pas, ils concernent principalement la filière technique et c'est pour des questions à la fois d'avancement ou de modification de l'organisation du service technique. Et puis d'acter aussi la création d'un emploi de responsable des affaires juridiques selon les besoins de la collectivité. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition de maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de modifier le tableau des emplois qui était joint à la convocation et au rapport, tenant compte des modifications évoquées ci-dessus. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 14, avec le régime indemnitaire pendant la période de congé maladie. Monsieur Huard. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, il est nécessaire de régulariser les modalités de versement du régime indemnitaire pendant la longue maladie et la grave maladie, ce dernier étant suspendu dans ces deux cas précis. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de modifier l'article 3 de la délibération du 11 juillet 2024 ainsi. En cas de congé de longue maladie et de longue durée, conformément au décret 2010-997 du 26 août 2010, modifié par le décret numéro 2024-641 du 27 juin 2024, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire, applicable à la fonction publique territoriale en vertu du principe de parité,
Les primes et indemnités cesseront d'être versées en cas de congé de longue maladie ou de congé de grave maladie. Il est rappelé que l'IFSE ne peut pas être maintenu en cas de congé de longue durée. Merci. Des remarques sur ce rapport? Ah, il n'y en a plus de... Ah, c'est bon. Pas de remarques sur ce rapport? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 15 avec le rapport des orientations budgétaires 2026. Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. Le rapport porte sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, la structure, l'évolution des dépenses et les effectifs, les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité. Une loi de finances adoptée tardivement, complexifiant la projection budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire 2026 a été volontairement programmé avant les échéances électorales des 15 et 22 mars 2026, afin de tenir informé le conseil municipal à la fois sur la traditionnelle rétrospective budgétaire de l'année écoulée 2025 et de s'assurer de l'état de nos finances à l'occasion du dernier conseil municipal de la mandature. Cette démarche, non sous la forme d'un bilan, constitue un éclairage sur la situation financière de la commune, préalable au vote du budget primitif. Elle permettra au prochain conseil municipal de voter un budget à la lumière d'une situation financière non seulement saine, mais également clarifiée. La poursuite de l'accompagnement des populations fragilisées par le maintien et le renforcement des dispositifs d'aide de l'inclusion, outils de lutte contre toutes les formes de discrimination, le maintien d'une offre sociale et de loisirs accessibles ou gratuites, des politiques tarifaires progressives selon les moyens de la famille, des actions et outils de prévention. La poursuite d'une politique d'investissement stratégique, un ratio budgété réalisé à hauteur de 84% en 2025, un effort notoire sur la construction des plans de financement des opérations, 8 069 157 € de subventions d'ores et déjà acquises et dont le versement se fera au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Le contexte budgétaire. La croissance en zone euro s'établirait à 1,2% en 2026. L'inflation en zone euro fléchirait à 1,7% sous les effets cumulés de l'appréciation de l'euro et de la baisse des prix du pétrole et du gaz. L'incertitude politique continuerait à freiner la reprise de croissance française en 2026, en particulier la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. L'inflation française resterait modérée en 2026 en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz et l'appréciation de l'euro, la modération des salaires dans un contexte de ralentissement de l'emploi et de croissance légèrement sous le potentiel. Les mesures concernant les collectivités. L'adoption tardive de la loi de finances 2026 a complexifié la construction budgétaire. La DGF ne sera ni réduite ni revalorisée. L'enveloppe fonds vert sera réduite à 840 millions d'euros. Les dotations de soutien à l'investissement DETR, DSIL sont diminuées. La revalorisation annuelle des bases d'imposition est fixée à 0,8%. Les compensations liées à l'abattement de 50% des valeurs locatives des établissements industriels sont minorées à hauteur de 19,3%. Focus sur les consommations énergétiques. Depuis 2023, la fluctuation des tarifs du gaz puis ceux de l'électricité à partir de 2024 aura impacté les charges de fonctionnement pour 592 185 €. Les charges ont toutefois été maîtrisées et doivent continuer à l'être grâce à des mesures visant à réguler les consommations. Travaux d'isolation, programmation des périodes de chauffe, plan de sobriété, déploiement du 100% LED dans l'espace public. La préparation budgétaire 2026 s'appuie sur une analyse la plus fine possible des consommations réelles connues et envisagées. Le plan de sobriété énergétique pour estimer le coût énergétique pour l'exercice 2026, évalué à 554 019 €
en baisse par rapport à l'exercice 2024 et 2025, en raison de l'impact de la baisse des consommations énergétiques, de l'éclairage public et de la diminution du tarif qui passerait de 0,31 € du kilowattheure à 0,24. Les dépenses de fonctionnement. En 2025, les charges de fonctionnement s'élèvent à 11 182 103 €, en baisse de 0,42% par rapport à 2024, grâce à la stabilisation des charges générales et à la maîtrise des dépenses énergétiques. Les charges de fonctionnement courant atteignent 11 152 372 €, intégrant les revalorisations successives du point d'indice qui ont représenté un impact cumulé de 900 000 € entre 2022 et 2025. La part des charges de personnel diminue dans la structure globale, passant de 69% en 2020 à 65% en 2025. Les charges financières reculent de 53%, soit 29 731 €, en raison d'un désendettement significatif, l'encours passant de 2,8 millions d'euros en 2020 à 483 647 € fin 2025, avant nouveaux emprunts. 2 nouveaux emprunts ont été contractés en 2025 pour 1,76 million d'euros afin de financer les investissements structurants avec des conditions favorables indexées sur le taux du livret A. En 2025, les produits de fonctionnement atteignent 13 577 391 €, en hausse de 7,9% par rapport à 2024, plus 20,5% depuis 2021, notamment grâce à l'augmentation des compensations fiscales sur les locaux industriels. Ils représentent 1 258 € par habitant à Sainte-Savine contre 1 499 € en moyenne pour les communes de la même strate. Les recettes proviennent principalement des impôts et taxes, pour 64,29%, et des dotations et participations, pour 28,53%. Les produits des services, 808 025 €, en progression depuis 2023, bénéficient des revalorisations tarifaires de la redevance du COSEC. Les produits de fonctionnement strict progressent de 7,72% en 2025, portés par les droits de mutation et la hausse des compensations fiscales. Les ressources humaines. Les dépenses de personnel 2025 s'élèvent à 7 269 876 €, dont 24 443 € de travaux en régie, en hausse d'environ 1% par rapport à 2024. Cette progression intègre notamment l'augmentation de 3 points du taux de contribution employeur à la CNRACL au 1er janvier 2025, qui représente 75 000 €. Depuis 2022, les revalorisations nationale du point d'indice représente un impact cumulé de 900 000 € à effectif constant. Les charges salariales représentent 65% des dépenses de fonctionnement, constituant un enjeu majeur de maîtrise budgétaire. Des situations de longue maladie impliquent des remplacements ponctuels, générant des coûts supplémentaires. Pour 2026, les dépenses de personnel sont estimées à 7 585 671 € avec un objectif de stabilisation. L'effectif total passe de 200 agents en 2024 à 198 en 2025. La part des fonctionnaires diminue, tandis que celle des contractuels sur emploi permanent progresse. L'année 2025 enregistre 21 départs et 19 arrivées, traduisant un renouvellement important des équipes. L'absentéisme est en forte baisse à 4,69% en 2025 contre 11,10% en 2024. Cette amélioration s'explique par plusieurs retours d'agents et des départs liés à des situations d'invalidité. La collectivité poursuit ses actions en faveur de la qualité de vie au travail, de la formation et de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. L'évolution de la chaîne de l'épargne. En 2025, l'excédent brut courant atteint 2 397 180 €, soit 17,69% des recettes de fonctionnement au niveau supérieur à la moyenne des communes comparables. Depuis 2022, les charges progressent plus rapidement que les recettes, mais la maîtrise des dépenses et le dynamisme fiscal permettent de préserver l'autofinancement. L'épargne de gestion
2 425 019 € et l'épargne brute, 2 395 288 € s'améliore en 2025. L'épargne nette s'élève à 1 949 056 €, soit plus du double en 2024, grâce au désendettement engagé ces dernières années. Elle représente 14,38% des produits de fonctionnement, un niveau nettement supérieur à la moyenne de la strate. Dans un contexte de réforme fiscale et d'incertitude sur les compensations fiscales, la recherche d'un équilibre durable reste indispensable. L'encours de la dette, la situation d'endettement s'est fortement améliorée, aucun emprunt n'ayant été contracté entre 2015 et fin 2025, permettant de restaurer les capacités d'emprunt de la collectivité. L'encours de dette s'élève à 480 647 € au 31 décembre 2025, soit 44,80 € par habitant contre 803 en moyenne pour les communes de la strate. Entre 2020 et 2025, 2,47 millions d'euros de dettes ont été remboursés, traduisant un désendettement massif et continu. Au 1er janvier 2026, avant nouveaux encaissements, le ratio de désendettement atteint 0,2 an, un niveau très inférieur à la moyenne de la strate. L'annuité 2025 représente 477 309 €, soit 44 € par habitant et 3,52% des produits de fonctionnement, un niveau maîtrisé. Deux nouveaux emprunts, 1,76 million d'euros, ont été contractés fin 2025 pour financer des projets structurants. Malgré cela, le ratio de désendettement resterait contenu à 0,9 ans au 1er janvier 2026. Les dépenses d'investissement. En 2025, 7 637 962 € de dépenses d'investissement ont été réalisées ou engagées, avec un taux de réalisation élevé de 84%, hors chapitre 23. Les dépenses mandatées atteignent 6 942 074 €, en forte progression par rapport à 2024, incluant les fonds de concours et l'entrée du capital de l'AFL. L'entrée au capital de l'AFL. Les restes à réaliser s'élèvent à 695 887 €, en nette diminution, traduisant une bonne capacité de pilotage et de portage des opérations. L'investissement par habitant atteint 643 € contre 321 en 2024, marquant une accélération significative de l'effort d'équipement. Les principales opérations concernent la réhabilitation de la médiathèque, la toiture de l'église, les équipements sportifs et la requalification du poste de police. Les aménagements d'espaces publics, les travaux de voirie et les investissements liés à la transition énergétique, LED, chauffage, bornes électriques, structurent également l'effort 2025. En 2025, les recettes d'investissement hors épargne s'élèvent à 2 674 633 €, composées principalement de ressources propres et de subventions. L'épargne nette a été mobilisée à hauteur de 1 598 030 € pour financer les dépenses d'équipement. Les ressources propres comprennent notamment 89 994 € de taxes d'aménagement et 427 696 € au titre du FCTVA, avec une prévision de 845 239 € attendue en 2026. Les subventions d'équipement atteignent 2 070 583 €, en forte hausse par rapport aux exercices précédents. Après intégration des restes réalisés, le besoin de financement 2025 est ramené à 465 244 € à couvrir lors de l'affectation du résultat 2026. La collectivité a maintenu un niveau d'investissement élevé sans augmenter les taux d'imposition, tout en remboursant 2,5 millions d'euros de dettes et en préservant une épargne nette solide. Les hypothèses d'évolution sont faites à partir d'une évolution nominale, tenant compte des prévisions inflation de 2,9% chaque année des charges à caractère général et 2,3% chaque année pour les charges de personnel, avec un pic pour l'année 2026 et 2027 eu égard à l'augmentation des cotisations de la caisse de retraite. Les hypothèses d'évolution sont basées sur les évolutions nominales de 2,4% du produit de la fiscalité fiscale
fiscalité locale, pour les dotations, une moyenne de progression de 1% tenant compte d'une diminution de la part forfaitaire de la DGF. Les produits des services sont estimés en croissance de 1,8% chaque année. Les prospectives en recettes d'investissement. Les études menées depuis 2022 ont permis d'engager les travaux des opérations majeures, tiers-lieux des anciens bassins, requalification du poste de police, extension de la médiathèque et terrain synthétique de la Noulutel. Un important travail de recherche de financement a permis d'obtenir 8,18 millions d'euros de subventions notifiées entre 2020 et début 2026, dont 58 679 euros de la région en 2026. 3,25 millions d'euros ont été encaissés, tandis que 785 737 euros de subventions complémentaires sont en cours d'instruction, notamment auprès de 3 Champagne Métropole et via le dispositif Climaction. Plus de 3 millions d'euros de subventions supplémentaires sont en cours de négociation pour les opérations futures inscrites au plan pluriannuel d'investissement. En 2026, le financement sera assuré par un emprunt de 1 763 millions d'euros, contracté fin 2025, et 1,393 millions d'euros de cessions immobilières, notamment le domaine de Monceau-les-Maudes et d'autres biens communaux. L'épargne nette prévisionnelle 2026 s'établit à 1,19 million d'euros et la collectivité pourra mobiliser d'autres cessions patrimoniales pour accompagner ses investissements futurs. Programmation pluriannuelle d'investissement. Le débat d'orientation budgétaire 2026 a été volontairement programmé avant les échéances électorales des 15 et 22 mars 2026 afin de tenir informé le conseil municipal à la fois sur la traditionnelle rétrospective budgétaire de l'année écoulée, 2025, et de s'assurer de l'état de nos finances préalable au vote du budget primitif. Cette démarche, non sous la forme d'un bilan, constitue un éclairage sur la situation financière de la commune en fin de mandat. Elle permettra au prochain conseil municipal de voter un budget à la lumière d'une situation financière non seulement saine, mais également clarifiée. C'est pourquoi il est proposé plusieurs hypothèses de trajectoire d'investissement pour éclairer le conseil municipal pour les possibilités qui s'offrent à la collectivité, indépendamment de la nature des projets d'équipement qui pourraient être retenus dans les années à venir. Je laisse la parole à Romain pour la présentation des 2 hypothèses. Tu peux souffler. Merci. Juste, il y a eu des petits bugs au niveau de la présentation. Comme à chaque conseil municipal, à l'issue des débats d'orientation budgétaire, des budgets ou des comptes administratifs, tous les documents sont transparents, publics et disponibles sur le site internet. Je le dis parce qu'en ce moment, il circule des petites informations comme quoi tout ne serait pas clair sur les finances. Il n'y a pas besoin d'audit, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, en tout cas les informations budgétaires, elles sont présentes sur le site internet sur la rubrique budget. Ça a été rappelé au niveau juste avant sur la méthode qu'on avait retenue, c'est-à-dire qu'on voulait, on n'a pas le droit de faire de bilan parce qu'on est en période préélectorale, c'est en tout cas clarifier la situation financière, la date juste avant les élections municipales, et quelle que soit la trajectoire et puis l'issue des élections. On l'a vu, il y a plusieurs choses à retenir sur, non sous forme de bilan, mais du coup, tout ce que je vais dire et tout ce qui a été dit, on le fait vraiment à la lumière de ce qu'on fait comme chaque débat d'orientation budgétaire, c'est vraiment une rétrospective. Il y a 2,5 millions de dettes qui ont été remboursées depuis 2020. On était à un niveau de dette qui était extrêmement bas, puisqu'il y a certaines villes de la même strate qui sont à des dettes de 8, 10, voire 15 millions d'euros. Nous, on était à 400 000 euros de dettes. Et on était à un ratio de dette par habitant au 31 décembre qui était à 44 euros, ce qui a été dit par Guljan, de 44 euros par habitant, quand la moyenne nationale, elle est de 800. Donc ce qui est extrêmement bas et ce qui nous permet du coup d'envisager, comme on l'a déjà évoqué, de pouvoir recouvrir des nouveaux emprunts, non pas pour endetter la ville, mais pour pouvoir séquencer la dépense et répartir la dépense sur plusieurs exercices. Notamment quand c'est des équipements qui servent à la population sur plusieurs années, c'est beaucoup plus simple et ça évite, même si on a des réserves qui sont confortables, en tout cas de
passez-moi l'expression, mais en tout cas de cramer toutes les économies qu'on pourrait avoir en caisse, c'est-à-dire qu'on pourrait tout payer cash, mais il est beaucoup plus simple de payer en fait dans la séquence pour pouvoir financer plusieurs projets en même temps. Quand il faut à la fois donner des subventions pour le CCS, quand il faut à la fois faire de la voirie, mais qu'il faut aussi sécuriser des équipements publics, qu'il faut aussi faire des travaux d'entretien, qu'il faut aussi investir et qu'il faut porter des projets d'investissement. Ça permet en tout cas de faire les choses dans la durée. Il y a des choses aussi qui ont été dites sur la partie RH, qui est à chaque fois un gros sujet. On a vu que même en baissant dans les effectifs, depuis les augmentations qui ont été décidées par l'État et pas par la ville, on a pris ces 3 dernières années plus de 900 000 € d'augmentation, rien que sur le volet RH. Ce qui est énorme. Alors quand il y a des nouveaux remplacements, il y a des fois des revalorisations de salaire ou des négociations de salaire qui se font un petit peu là-haut, c'est pas forcément à notre avantage. On a aussi tout un panel d'actions qui a été mis au bénéfice des agents qui fait que les charges en tout cas ont pu augmenter. Mais en tout cas c'est intéressant de voir que même à effectif à la baisse, on prend sur 3 ans 900 000 € d'augmentation, rien que sur des augmentations qui sont décidées, mais au bénéfice des agents, donc c'est très bien pour eux. Mais en tout cas, sans un toucher, c'est en tout cas de l'argent qui sort de la poche. On l'avait aussi sur les, j'ai pas le montant en tête, mais je crois que c'est à peu près 600 000 € d'augmentation des factures d'énergie. Il faut juste se rappeler, parce que c'est pas si loin, on est passé en fait en 100% LED. Ça se voit ici dans le conseil municipal, il y a des travaux d'isolation qui ont été refaits. Et c'est pas si loin, parce que je me rappelle quand il y avait les augmentations d'énergie, on était sur des augmentations qui étaient quasiment de 1 million quasiment sur une année. On était à 2 doigts à l'époque, c'est pas si loin, mais de se demander si on n'allait pas éteindre la lumière, en tout cas sur l'espace urbain la nuit pour faire des économies, parce qu'on se demandait comment on allait payer les factures. Donc on a investi, pas précipitamment, mais du coup on a en tout cas programmé un peu plus rapidement qu'on aurait dû le faire, peut-être l'éclairage LED, et c'est tant mieux pour la planète, les consommations d'énergie et surtout pour les factures. Mais en tout cas, ça ne nous dispense pas avec les hausses qui ont été celles-ci de prendre pareil quasiment 600 000 € d'augmentation. Ce qui fait, je le dis parce qu'en fait c'est les charges de fonctionnement qui augmentent beaucoup, c'est-à-dire les 900 000 € de charges de personnel plus les 600 000 € de charges d'énergie, on est quasiment à 1,5 million sans avoir rien touché. Ensuite, sur le désendettement et sur la perspective sur l'année 2025, elle est particulièrement exceptionnelle parce qu'on a quasiment 7 millions d'investissements. C'est record, je pense, pour la commune au niveau du montant des investissements. On finit malgré tout avec, sur le fonctionnement avec un résultat de plus de 3,5 millions en caisse et avec une épargne nette de 2 millions €, qui est le double de celle de 2024. Donc pour un investissement record, pour finir avec un résultat de clôture au niveau de fonctionnement à 3,5 millions et une épargne nette qui était doublée en un an à plus de 2 millions, voilà, en tout cas, quelle que soit l'issue des élections, on remettra en tout cas le 15 les clés sur la table avec des finances qui sont particulièrement saines. Et une fois qu'on a dit ça, il faut envisager du coup, non pas l'avenir, mais en tout cas c'est le travail du débat d'orientation budgétaire, c'est de en tout cas faire des scénarios pour voir comment pourrait être la trajectoire des investissements au niveau de la ville, notamment sur les plans écoles, sur tout des travaux et des dépenses obligatoires. On a fait volontairement 2 hypothèses qui vous sont présentées. Donc il y a la 1 et puis la 2. La première, elle prend en compte non pas un programme politique, je le précise, mais en tout cas tout un panel de dépenses qui nous semble en tout cas à date important, dans lequel on a inclus notamment le plan école, tout un panel d'investissements annuels qui sont, on l'avait vu en commission, qui sont pour les services, qui sont de l'investissement quelle que soit la nouvelle municipalité. C'est de l'achat de véhicules, c'est de l'entretien, c'est du petit équipement, c'est de la réparation, c'est de l'investissement de voirie un petit peu obligatoire parce qu'il y a toujours des besoins à peu près courants et on le voit sur les exercices différents. Et en tout cas, on inscrit tout un tas de projets d'investissement qui, indépendamment de choix politiques,
de construire ou pas une nouvelle école, de construire ou pas une nouvelle crèche, d'aller au bout de la médiathèque ou pas. C'est vraiment des dépenses obligatoires qui, quelle que soit la municipalité, seront forcément obligées d'être payées parce que c'est incontournable. Et puis, dans cette hypothèse 1, on inclut donc du coup le plan école. On l'a aussi en toute transparence mis dans l'hypothèse 2 parce que ça nous semble important et puis ça permettra à chacun de se dire en tout cas ce projet-là il est prêt, chacun ira au bout ou pas. On a mis dans cette hypothèse la crèche, on a laissé la piscine, on a mis la place du marché et puis on a mis aussi une partie d'équipement qui pourrait être au bénéfice des aménagements sur l'anneau Lutel. On arrive dans cette perspective. Donc je vous passe les chiffres, vous les avez. Faut les interpréter comme une prospective et puis on verra ce que ça donne. Avec des évolutions à peu près courantes sur notamment les recettes d'investissement et puis les recettes de fonctionnement, notamment via les fiscalités. Et toutes ces prospectives, que ce soit la 1 ou la 2, sont faites sans augmentation d'impôts. Et ce qui permet de voir en fait que ce soit sur l'hypothèse 1 qui passe et l'hypothèse 2 qui passe encore plus parce qu'on va la voir après, on a enlevé tout un tas de choses, sans augmentation d'impôts, rien qu'avec l'épargne nette et puis des perspectives d'emprunt, mais qui à coup sûr ne seront pas souscrites parce qu'en fait dans cette perspective, on ne peut pas inscrire des recettes d'investissement qu'on n'a pas. Donc c'est quasiment sûr que ça passera et c'est quasiment sûr que même sans les recours à l'emprunt ou peut-être très minorés, beaucoup plus minorés que ce qu'ils apparaissent là, en tout cas ces hypothèses d'investissement passent. Je le dis parce que quand vous refaites en fait le travail en fait à l'envers, on l'a déjà vu en conseil municipal, à chaque fois, on se fait toujours, pas un peu peur, mais quand on fait le rapport d'orientation budgétaire, on ne peut pas du coup présenter des recettes d'investissement, notamment les subventions en fait qu'on n'a pas. Donc à chaque fois, on dit pour boucler l'exercice, il faudra emprunter. Et quand on a fait le calcul, on a fait les montants, en fait, dans tous les rapports d'orientation budgétaire qu'on fait depuis 2020, on avait prévu d'emprunter 5 millions d'euros qu'on n'a jamais emprunté, en tout cas. On a refait des emprunts à la fin d'année, mais en tout cas, les 5 millions d'euros qui étaient prévisionnés, on ne les a pas fait. On a réussi en cours d'année à chaque fois d'avoir des subventions plutôt confortables et salutaires qui nous ont permis en tout cas de nous dispenser d'emprunts. Donc ça, c'est la première hypothèse. Et puis la deuxième, si on veut la passer. Donc là, on a retiré, ce que je vous ai dit, donc on a retiré la crèche, on a retiré les équipements au bénéfice de l'anneau Lutel, on a retiré la place du marché, on a retiré aussi la vidéoprotection, parce que nous, ça nous semble un choix qu'on a retenu dans l'hypothèse 1, mais chacun est libre ou pas de mettre plus de caméras. Nous, on les a mis en tout cas dans l'hypothèse 1. Et en fait, vous avez, déjà dans la première hypothèse, ça passe de manière très confortable, en finissant avec à chaque fois une épargne nette, c'est-à-dire qu'on ne finit pas dans le rouge, on finit encore avec de l'argent dans la caisse. Donc là, c'est encore plus confortable. Et en gros, le delta entre les deux, vous avez l'équivalent d'à peu près 5, je pousserais même jusqu'à 6 millions d'euros en fait, de delta entre les deux hypothèses. Ce qui permet en tout cas la prochaine municipalité de retenir l'hypothèse 1, l'hypothèse 2, voire même l'hypothèse 3, mais en tout cas d'être assuré que les finances à date sont saines avec une situation claire et avec des scénarios qui sont ambitieux dans le niveau 1 mais tenables. Et puis libre à l'imagination, en tout cas dans l'hypothèse 2. Et c'est pas mal. Merci. Mais en fait, effectivement, ça permet d'éclairer, quelles que soient les équipes suivantes, de pouvoir partir, pas forcément d'une feuille vierge, mais d'avoir des outils d'aide à la décision, puisque ensuite, l'équipe municipale prochaine aura un temps quand même somme toute assez réduit pour adopter le budget. Et donc l'idée étant, c'est de pouvoir redonner le plus d'outils possible à celles et ceux qui viendraient en responsabilité par la suite pour pouvoir avoir des choix et des arbitrages les plus justes et les plus éclairés possibles. Est-ce qu'il y avait... Monsieur Moser. Eh oui, j'ai quand même commenté pour la dernière fois c'est le débat. C'est le débat. Voilà. Vous aurez peut-être, ou le prochain conseil, il y aura d'autres commentaires par d'autres personnes, mais bon,
depuis quelques années, ça m'a permis de encore plus me familiariser avec les finances municipales et toute leur complexité. Et donc, voilà, j'ai un certain nombre de remarques, pas forcément dans l'ordre à faire, mais je vais vous les faire. La première, effectivement, c'est que, je l'ai déjà dit les années précédentes, c'est un dossier, le dossier ROB, bien présenté, solide et complet, et lisible, et avec énormément d'informations qui permettent de faire des comparaisons, des recoupements, etc. C'est vraiment un travail qui est une bonne base pour la maîtrise des finances publiques dans cette commune. Bien sûr, le deuxième constat, bon, je reviendrai là-dessus peut-être un peu plus tard, on a eu des désaccords, on n'est pas d'accord sur tout, etc. On a eu aussi, et ça vit plus à voter, un certain nombre de choses quand ça allait dans un sens qui lui convenait, mais il y a aussi eu une opposition constructive de notre part, et je voudrais prendre ma dernière communication est très objective. Je voudrais dire aussi qu'effectivement, la situation financière est saine. À la lecture de ce ROB, et ça a été redit, et c'est pas du discours pour du discours, c'est une situation financière saine. Alors, par rapport aux emprunts et au fait d'avoir pu désendetter la commune, je dois quand même rappeler que la situation financière dont vous aviez hérité en 2020 était déjà une situation financière saine. Et je crois que c'était de l'ordre de 5 ou 6 millions à l'époque qui permettaient, qu'on n'avait pas pu d'ailleurs investir, et qui vous ont permis de faire du travail, de faire du bon travail. Ça, on ne peut pas le nier. C'est la première remarque. Ça a permis effectivement d'éviter les emprunts et donc notamment de diminuer la dette, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce qui est une réalité et une bonne chose pour la suite. Alors, d'autres remarques. Les charges de fonctionnement présentées sont contenues, notamment, j'ai remarqué, les charges de personnel à 65%. Effectivement, c'est un seuil qui est contenu depuis 1 an ou 2. C'est vrai qu'il y a eu des grosses dépenses obligatoires avec des décisions nationales et que par rapport à ça, en plus, vous avez gardé des effectifs, finalement, on est en effectif constant. Ce qui est, même s'il y a eu une réorganisation des services, etc., c'est important de savoir que vous avez essayé de maîtriser ça. Par contre, la prospective ne semble pas prendre, mais bon, ne semble pas, peut-être que j'ai mal lu, prendre en compte les coûts de fonctionnement supplémentaires qui seront générés avec la réalisation des projets. C'est clair que si on construit une école, si on fait un certain nombre de réalisations, il va falloir chauffer, etc. Bon, mais je pense que ça fait partie de vos réflexions aussi. Les recettes de fiscalité locale passent de 7 117 000 euros, oui, c'est ça, en 2026 à 8 747 000 euros en 2031, soit plus 22,8%. C'est bon, une prospective assez ambitieuse, peut-être optimiste, je ne sais pas, vraiment, on ne sait pas, mais ça repose vraisemblablement sur toute une analyse que vous avez faite. Et cette augmentation proviendrait toujours essentiellement, si je comprends bien, de l'augmentation physique des bases par l'État. C'est ça? Je sais pas. Alors, il y a l'augmentation physique des bases et en fait, il y a le dynamisme, puisqu'en fait, on a la redevance en fait sur les locaux industriels, donc en fait on a une forme de dynamisme. J'ai remarqué que c'était en train de... Une forme de dynamisme en fait qui contribue pour partie en fait à l'évolution en fait des produits de recettes. Et en termes de prospective qu'on a en fait, déjà en termes de taux de réalisation d'équipements qui sont soit en cours de finalisation, puis en fait à Frege, et chaque fois il y a un différé entre la livraison et la perception des recettes liées aux équipements construits. Une forme de dynamisme aussi par rapport en fait aux installations qui sont en cours d'instruction, celles qui sont en phase de pré-partiel et sans doute d'autres à venir. Et en regardant globalement la prospective et le rythme auquel on va, on est à peu près sur cet horizon. C'est sûr qu'il y a une nette prise de conscience très forte de votre part, et c'est normal, du temps nécessaire entre la réalisation, enfin la préparation d'un projet puis sa réalisation concrète. On sait bien le nombre d'années, parce que là on peut raisonner en termes de nombre d'années. On a souvent parlé dans des conseils où quelquefois on n'était pas d'accord.
Ça, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est sûr. En lien avec cette question de la fiscalité, de la taxe foncière notamment, la baisse importante constatée de la population, apparemment on perdrait 200 habitants en ce moment, autour de ça, alerte aussi sur la question de l'habitat. Donc sur une baisse des recettes de taxes foncières éventuelles qui incite à penser qu'il faut pouvoir promouvoir ou pouvoir accueillir plus de nouveaux habitants. Et pour ça, il y a une forte demande des nouveaux habitants. On sait que Sainte-Savine est très prisée, que pour s'y installer, c'est de moins en moins facile, c'est d'ailleurs de plus en plus cher. Et il y a aussi un enjeu de population. J'en ai déjà parlé, ça fait partie de mes points de réflexion. Je pense qu'il va être nécessaire de travailler là-dessus, notamment pour les logements non occupés, les maisons non occupées, peut-être la nécessité d'une OPH, opération d'aide à l'habitat, de rechercher des possibilités peut-être, même si elles sont, les réserves foncières étant peu importantes, possibilités de lotissement, enfin quelque chose qui permette de répondre à cette demande pour s'installer à Sainte-Savine, parce que les opérations des bailleurs ne suffiront pas à tout combler, et il ne faut pas non plus ne penser qu'aux opérations des bailleurs, de manière à pouvoir maintenir ce qui est un aspect important de la population savinienne, la mixité sociale, dont on bénéficie, puisque ça permet comme ça une vie, à mon avis, qui est plus sereine que dans les villes où il y a des zones avec un type de population et d'autres avec un autre type. Il y a quand même à Sainte-Savine cette chance de mixité sociale. On a besoin d'accueillir aussi la population vieillie. Le sol migratoire, le solde naturel est négatif. Donc il y a des choses comme ça à prendre en compte pour ne pas descendre en dessous des 10 000 habitants, puisque ça aurait une incidence sur la dotation, les dotations d'État. Donc c'est quelque chose, vous savez, qui me tient à cœur et je voulais vous le redire pour la dernière fois aujourd'hui. Alors, sur les investissements, le programme est vaste et ambitieux, ce qui n'est pas un reproche. Même si on n'a pas toujours été d'accord avec certains projets, l'essentiel, c'est qu'il y ait un programme, c'est que vous avez une vue à perspective, à plus long terme, il y a un cap qui est fixé, et je pense que c'est quelque chose de précieux pour une municipalité. On apprécie d'ailleurs, en matière d'investissement et de recherche de financement, le travail de préparation des dossiers de demande de subvention qui a été fait, que vous avez pu mettre en place dans cette mairie, qui permet effectivement d'obtenir une part importante de recettes d'investissement par les subventions. Il faut à la fois, vous me l'avez souvent expliqué, monsieur le maire, être opportuniste, avoir des dossiers prêts longtemps à l'avance pour pouvoir saisir les opportunités d'emprunt, enfin de prêts et d'aide au financement. Donc ça réapparaît dans vos prospectives, c'est aussi démontré dans le bilan qui s'esquisse dans ce ROB. La prospective de recettes prend en compte des subventions non encore acquises. Bon, vous l'avez, Romain Bernier l'a évoqué. Effectivement, on ne peut pas attendre qu'elles soient acquises pour pouvoir les prendre en compte dans le budget. Pour 3 270 000 €, donc c'est quand même pas rien, et des cessions de patrimoine dont 1 393 000 € pour l'an prochain. Je pense au château de Monceau, mais ce n'est pas le seul, et d'autres cessions. Et puis, je crois que j'ai vu 1 million d'euros en 2028, et je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est une estimation comme ça ou on ne peut pas le développer aujourd'hui? Non, ce n'est pas forcément le développer aujourd'hui, mais de toute façon, ce qu'on a évoqué, en fait, il y a une forme de il y aura un questionnement autour de la rationalisation du patrimoine de la collectivité, okay. Ce qui est en lien aussi, en fait, avec le point que vous évoquiez juste précédemment sur la question des coûts d'usage des équipements. En fait, si on fait des mutations à certains endroits, typiquement, par exemple, demain sur l'école Berniol, quand elle va déménager, elle répondra en fait à des performances énergétiques qui, en termes de coûts de fonctionnement, seront moindres que l'équipement qu'on avait précédemment. Et notamment au regard du plan d'investissement qui sont actuellement débattus et sur lesquels en fait, les services ont travaillé, notamment par exemple sur tout ce qui va être en termes d'investissement liés aux écoles notamment. En fait, il y a tout un volet et un volant qui est sur la question de la performance énergétique
et donc qui induit quelque part, en fait, alors, certes un coût d'investissement à un moment donné, alors ce n'est pas forcément un retour sur investissement, mais en tout cas une meilleure performance énergétique et puis peut-être des coûts d'usage moins élevés. Donc il y a aussi une dimension de investir à certains endroits pour qu'à un moment donné, effectivement, de réduire les frais de fonctionnement. Des frais de fonctionnement, parce que voilà, sur la question des fois, là des fluides, là sur la question des usages en optimisant les espaces. Donc voilà, donc sur les investissements patrimoniaux, ça fait partie, puis de toute façon, ça fait partie aussi des critères d'éligibilité de certains dossiers de financement, parce que quand on évoquait notamment par exemple des dispositifs comme Climaction, etc., il y a de plus en plus de financeurs qui vous demandent une performance énergétique pour pouvoir financer vos projets. Donc en fait, ça fait partie maintenant de l'ADN des demandes de financement. Et donc on le voit, alors ça fait aussi écho des fois aussi avec des projets d'emprunt, c'est-à-dire qu'en fait on a aussi quelquefois en termes de stratégie financière de pouvoir flécher des emprunts sur des opérations particulières parce qu'on peut bénéficier de financements particuliers sur certaines opérations si elles répondent à tel ou tel critère. Donc c'est pour ça que par exemple sur les emprunts, c'est des fois de le flécher sur des opérations et plutôt flécher les opérations qui, elles, vont pouvoir bénéficier de taux très compétitifs parce que bonifiés à certains endroits par la Banque des Territoires ou d'autres partenaires de ce type. Et puis, juste comme ça me permet de répondre aussi sur la question du logement, en fait, c'est ce qu'on avait déjà évoqué, et puis ça fait partie aussi de thématiques qui sont abordées dans le dispositif Action Cœur de Ville. C'est pour ça qu'aussi on a travaillé sur ce dispositif-là. Il y a tout un volet, il y a un volant habitat, et donc bien évidemment on est attentif sur cette partie-là. Après, sur l'horizon des 10 000 habitants, là, ça serait quand même compliqué de descendre en dessous, et on est loin de descendre en dessous au regard de ce qu'il peut y avoir comme production. Et puis c'est quand même un recensement qui est partiel, donc c'est toujours une question de dire dans quelle zone on est, etc. Et on a toujours la question du levier lié en fait au logement vacant sur lequel on doit vraiment pouvoir y travailler et y affecter de la ressource pour aussi avoir cette mutation. Et puis vous l'évoquiez également, il y a toute une dimension aussi où faire de la place à des nouveaux habitants sans forcément trop bétonner, etc. Et puis aussi d'accompagner des personnes, notamment, et on pense en particulier aux personnes âgées qui quelquefois sont dans des logements peu ou plus adaptés, et pouvoir leur permettre de trouver des solutions d'hébergement sur la commune, parce que en fait on a la chance d'avoir une commune qui est plutôt appréciée par ses habitants, qui souhaitent rester sur la commune, et quelquefois il y a des personnes malheureusement qui ne souhaitent pas partir de leur logement parce qu'elles ne trouvent pas sur la commune, et donc il y a aussi un travail à mener là-dessus. Très bien. Donc pour terminer sur ce chapitre, ces créances qui ne sont ni certaines ni acquises peuvent diminuer ou être reportées dans le temps, ce qui, combiné avec les aléas sur le fonctionnement, pourrait contribuer à des emprunts supplémentaires ou des reports d'investissement. Donc ça, je poursuis un petit peu la logique de mon interrogation. Bon, j'ai vu que ceci était envisagé dans les 2 scénarios présentés en fin de rapport. Donc ça veut dire que vous avez pris la dimension de cette problématique et que vous n'êtes pas au dépourvu par rapport à ça. L'accélération de la réalisation du programme d'investissement, parce que vous en avez un en cours qui est assez important, va effectivement peser plus lourdement sur les finances du prochain mandat, notamment à partir de 2028. 2028, ça va être une année où il y aura des réalisations qui vont se terminer, etc. Vous avez quand même des financements plus lourds à assumer compte tenu des projets que vous avez mis en route et des débuts de réalisation qui sont déjà partis. Mais bon, voilà les quelques remarques. J'ai envie de dire aussi que les 2 scénarios présentés en fin de prospective, l'un optimiste, on va l'appeler comme ça, et l'autre plus réaliste, c'est en gros un petit peu la logique, illustrent une maîtrise budgétaire certaine. Voilà, je tiens à le dire, parce que j'y ai trouvé mon compte en cherchant à critiquer chaque année au ROB, etc., en cherchant de quoi montrer un autre point de vue, etc. Mais quand on voit le résultat, c'est tout, c'est clair, il faut être objectif, on n'est pas forcément d'accord, mais restons objectifs. Donc ça, c'est d'autres. D'ailleurs, il y a 2 choses qui sont importantes. Les 2 scénarios illustrent une maîtrise budgétaire certaine, et la remarque que j'ai vue quelque part et qui a été redite sur la tendance à l'augmentation des dépenses et à la baisse des recettes,
et maintenant, elle est prise en compte dans vos prospectives. Ça illustre aussi une gestion lucide et votre vigilance en la matière. Donc ça, je le constate et je le dis. Donc ce ROB, en termes de budgétaire pour 2026, et en matière de prospective financière à plus long terme, à mon avis, est une bonne base pour la municipalité prochaine et peut rassurer les Saviniens et les Saviniennes dans la mesure où elle sera réalisée. Je voudrais, puisque j'ai la parole, et puis après je ne dirai plus rien, je voudrais aussi, ça sera peut-être difficile, mais bon. Oui. Je voudrais aussi revenir sur ce mandat qu'on a passé ensemble avec différentes étapes dans la relation, dans les débats, etc. Ceci dit, il y a toujours eu du débat, donc le débat est possible. C'est que si nous n'avons pas été d'accord avec certaines choses, si nous avons quelquefois bien titillé, objectivement, nous ne nions pas, nous reconnaissons, je dis nous parce que c'est sa vie plus, là, le travail accompli. C'était un premier mandat, ce qui n'est jamais forcément simple. Il y a eu du travail qui a été accompli dans différents domaines de l'action municipale courante. Je citerai l'aménagement du territoire, la voirie, parcs, aires de jeu, sport, éclairage public, vous en avez parlé. Je ne vais pas faire une liste complète, mais c'est pour illustrer mon propos et notre propos. L'entretien et la rénovation des bâtiments communaux, on sait à quel point on a un beau patrimoine historique, mais en même temps un patrimoine qui n'est pas facile à développer, à utiliser, etc. Donc c'est pas simple. La relance de l'association des commerçants, c'est pas de la même dimension, mais ça fait partie aussi des choses qui s'installent. Et Dieu sait si j'étais loin de penser que ça évoluerait quand même, parce que c'est pas simple. L'animation de la ville, en termes événementiels, même si sur la programmation, on n'a pas toujours été d'accord. Donc, les événements, l'animation et la programmation culturelle, globalement, une certaine dynamique et la réorganisation plus interne, la réorganisation du fonctionnement des services municipaux et leur montée en compétences, parce que ça, je sais par expérience que c'était nécessaire et sûrement pas facile. Donc là, je crois que maintenant, vous avez établi des choses, un modèle qui devrait fonctionner. Il y a aussi tout le travail de la mise à niveau des matériels et outils informatiques d'administration et de gestion qui permettent de mieux travailler au résultat tel qu'il est décrit dans le ROB. Donc voilà, je voulais simplement, objectivement, dire que tout n'était pas à condamner, loin de là, qu'il y a un travail qui a été fait. Et à titre personnel, je vous souhaite de pouvoir poursuivre votre action. Voilà, merci. Et nous, vous souhaitons. D'accord. Merci. D'autres personnes souhaitent prendre part au débat? Non? Est-ce que vous prenez donc acte qu'il y a eu débat? Des personnes s'abstiennent de la présence d'un débat. Donc nous pouvons considérer qu'il y a eu débat. Merci beaucoup pour les propos. Même si effectivement les discussions ont pu être houleuses et animées, mais je pense que chacun a pu échanger malgré des fois des opinions divergentes. Voilà, ça a été aussi constructif et aussi challengeant et on vous en remercie. Bonne tenue, j'ai envie de dire. Eh bien, heureusement, on n'en est pas là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, je vous propose donc de passer au rapport suivant, qui est le rapport numéro 16, avec les subventions de fonctionnement 2026. Monsieur Hennequin. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, pour l'année 2026, il est proposé d'attribuer aux associations et organismes assimilés les subventions de fonctionnement suivantes.
Je vous fais grâce de la lecture du tableau. Oui. Il est précisé qu'en application de la loi, les membres du conseil municipal faisant partie du bureau au conseil d'administration de l'une des associations citées ci-dessus ne participent pas au vote pour les organismes si elles y auraient intérêt. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les montants des subventions de fonctionnement attribuées aux associations au titre de l'année 2026, de dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget de l'exercice 2026 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Bon, on n'a pas eu le tableau, on va regarder au cas où. Non. Bon. De toute façon, vous les aviez dans le rapport. Est-ce qu'il y avait des remarques en particulier? Et travailler en commission. Oui. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques en particulier, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 17 avec le budget participatif 2026 et notamment le règlement. Monsieur Bernier. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le budget participatif permet aux habitants de proposer et sélectionner des projets d'intérêt général et constitue un outil pédagogique pour mieux comprendre le fonctionnement des collectivités, dont le budget communal. Pour 2026, il est proposé de reconduire l'enveloppe traditionnelle de 15 000 € inscrite en section d'investissement afin de financer les projets qui seront plébiscités par les habitants. Un règlement intérieur encadre les modalités de dépôt, de vote et de réalisation des projets. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'affectation de 15 000 € au titre du budget participatif 2026, de valider la mise à jour du règlement intérieur qui était joint en annexe à la convocation et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document permettant sa mise en œuvre. Et pareil, dans le ROB, du coup, en fonction de la nouvelle municipalité qui sera élue après le 15 mars ou le 22, cette enveloppe pourrait être éventuellement basculée sous un autre projet si d'aventure les uns ou les autres ne voudraient pas reconduire ce dispositif. Juste pour actu, parce que là, ça sera en cours de mandat, les budgets participatifs, les votes commencent à partir du 1er mars jusqu'au 15 avril. Et en actu, on a actuellement, sur les budgets participatifs de l'année dernière, de la mise à disposition de nichoirs à sauve-souris et de seaux à compost qui sont disponibles gratuitement. Les quantités sont assez limitées, mais c'est ouvert à tous les habitants. Il faut juste vous présenter à l'accueil et en faire la demande. Et je crois qu'il y avait des plantations aussi sur le mail Zamenhof, on avait décrouté un petit peu, je ne sais pas si c'est le bon terme, décrouté, enfin on avait revégétalisé l'allée. Et il y avait des plantations qui étaient faites. Et ça avait permis aussi, dans les budgets participatifs, de financer un hôtel à insectes à 787 €, qui allie à la fois la démocratie participative, le bien-être du vivant et la transparence du budget de la commune. Il me semble que c'était mené aussi avec des enfants. Et c'était porté par les collèges de Poche-Langevin. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 18 avec les subventions exceptionnelles 2026. Monsieur Hennequin. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, pour l'année 2026, il est proposé d'attribuer aux associations et organismes assimilés les subventions exceptionnelles suivantes. Je vous refais grâce également de la lecture du tableau. Par ailleurs, pour permettre tout au long de l'année aux associations de bénéficier d'un soutien dans la mise en place de leurs projets, le dépôt de demandes de subventions exceptionnelles sera autorisé jusqu'au 31 octobre 2026. Il est précisé qu'en application de la loi, les membres du conseil municipal faisant partie du bureau au conseil d'administration de l'une des associations citées ci-dessus ne participent pas au vote. Aussi, vu l'exposé ci-dessus, il est proposé au conseil municipal d'approuver les montants des subventions exceptionnelles attribuées aux associations au titre de l'année 2026, d'autoriser le dépôt de demandes de subventions exceptionnelles jusqu'au 31 octobre 2026, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l'exercice 2026 et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Merci. Des remarques sur ce rapport?
Donc, voilà, je ne sais pas si vous aviez compris, en fait, il y a vraiment la dissociation maintenant de subventions vraiment de fonctionnement, donc pour contribuer au fonctionnement courant des associations et d'avoir en fait à chaque fois un volume en fait de subventions vraiment lié en fait au portage d'actions en particulier. Et donc en fait on a la campagne liée aux subventions annuelles de fonctionnement et puis entre guillemets un peu au fil de l'eau pour les subventions exceptionnelles, ce qui permet en fait de pouvoir financer une manifestation aussi en cours d'année s'il y a nécessité. Des remarques sur ce rapport avant de passer au vote? Non. Eh bien je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 19, disposition budgétaire, avance sur subvention 2026 au CCAS, monsieur Mendra. Pardon. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, considérant que le budget primitif de la commune est programmé pour n'être voté qu'au mois d'avril 2026 et que le CCAS assure des missions obligatoires d'aide sociale nécessitant une continuité de financement dès le début de l'exercice, il est proposé d'autoriser le versement dès à présent d'une avance sur la subvention annuelle dans la limite du quart du montant de la subvention versée au titre de l'exercice précédent, qui était de 460 000 €, soit la somme maximale de 115 000 €. Aussi, vu l'exposé ci-dessus, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement au CCAS de Sainte-Savine d'une avance sur la subvention annuelle dans la limite du quart du montant de la subvention versée au titre d'exercice précédent, soit la somme maximale de 115 000 €, de dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif de l'exercice et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 20, vous aviez reçu par mail. Donc, en application de l'arrêté 2026-97 du 23 février 2026, délégation est donnée à Madame la première adjointe par la présentation de ce dernier rapport. Je ne participerai ni au débat ni au vote sur ce dossier et je laisse la parole à Madame Chaudet. Merci, monsieur le maire. Je vais attendre que monsieur le maire est sorti. Je vous propose de passer au point numéro 20, mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice de monsieur Arnaud Magloire par Virgile Hennequin. Merci Madame Chaudet. Le présent rapport vise à informer le conseil municipal de l'octroi de la protection fonctionnelle à monsieur Arnaud Magloire par suite des propos exprimés sur des comptes publics du réseau social Facebook. Publications qui viennent mettre en cause l'intégrité et l'honneur de monsieur Arnaud Magloire à raison de ses fonctions ou de sa qualité de maire de la commune de Sainte-Savine. Les comptes Facebook en question ont respectivement publié des propos diffamatoires les 7 février 2026 et 10 février 2026 à l'encontre de monsieur Arnaud Magloire, laissant entendre une utilisation des moyens communaux à des fins de propagande électorale. Ces allégations infondées portent atteinte à l'honneur et à l'intégrité de monsieur Arnaud Magloire à raison de ses fonctions ou de sa qualité de maire de la commune de Sainte-Savine et sont pénalement répréhensibles. Dans ce contexte, monsieur Arnaud Magloire entend déposer plainte à l'encontre des directeurs de publication et des auteurs de ces propos pour diffamation publique à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public, article 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C'est dans ce cadre que, par un courrier reçu en mairie le 19 février 2026, M. Arnaud Magloire a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle telle que prévue par l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales. La loi numéro 2024-247 du 21 mars 2024 a modifié les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle aux élus municipaux et l'article L. 2123-35 prévoit désormais que cette protection est automatiquement accordée. Ainsi, conformément à ces dispositions, un accusé de réception de la demande de protection fonctionnelle a été envoyé à M. Arnaud Magloire le 24 février 2026.
La demande de protection a également été transmise à Monsieur le Préfet et les membres du Conseil municipal en ont été informés par courrier électronique du 24 février 2026. Par conséquent, M. Arnaud Magloire bénéficie de la protection fonctionnelle pour les faits évoqués ci-dessus. Il est rappelé que la protection fonctionnelle couvre notamment les éventuels frais de procédure, honoraires d'avocat, et l'éventuelle assistance psychologique. Enfin, pour la bonne information de l'Assemblée, il est précisé que la procédure concurrentielle engagée par Publicité en date du 24 octobre 2023 a été infructueuse pour le lot protection juridique générale ainsi que pour le lot protection juridique pénale des agents territoriaux et des élus. Aucune offre n'ayant été déposée pour ces lots, les dépenses seront prises en charge sur la ligne de crédit 6227 du chapitre 011 du budget communal 2026. Monsieur Arnaud Magloire ne prend ni part au débat ni au vote. Le Conseil municipal prend connaissance de l'octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur Arnaud Magloire pour les faits évoqués ci-dessus. Merci beaucoup. Avez-vous des questions sur ce rapport? Non. S'il n'y a pas d'observation, je vous propose de prendre acte de l'octroi protection fonctionnelle à Monsieur le maire. Je vous remercie donc. Le conseil municipal a bien pris acte. Nous pouvons faire rentrer Monsieur le maire s'il est de le côté, s'il n'est pas loin du moins. Bon. Eh bien, nous avions fini une partie de l'ordre du jour. Pour autant, il y a Monsieur Médra qui souhaitait prendre la parole au titre d'Anne-Marie Zels. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, absente du département pour cette dernière séance du Conseil, je remercie Thierry de se faire mon porte-parole. Après 12 ans de mandat, je voudrais remercier celles et ceux qui m'ont accompagné dans cette belle aventure humaine. Une pensée toute particulière pour ma très chère amie Véronique Simon, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, en janvier 2020. Merci à vous, Monsieur le maire, pour votre ouverture d'esprit qui a permis à chacun et chacune de pouvoir toujours s'exprimer librement. Nous avons aussi pu travailler en bonne intelligence pour trouver ces subventions départementales pour des projets en faveur de la ville et de ses habitants. Je poursuis mon mandat de conseillère départementale et je resterai à disposition de l'équipe municipale qui sera élue à l'issue des prochaines élections. Je souhaite à ceux qui se présentent ou se représentent une campagne digne, vous le devez à nos concitoyens. À celles et ceux qui arrêtent de profiter de plus en plus de temps libre. Bonne continuation à vous tous, bonne campagne à ceux qui s'engagent. Bien cordialement, Anne-Marie Zels. Merci, Monsieur le maire. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, il est 20h12. Je vous remercie. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, il y a un petit